Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus en nombre sur un thème un peu novateur. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce soir. Je suis donc chargé de vous expliquer pourquoi la très honorable personne assise avec moi est avec nous ce soir. Il n'est pas là parce qu'il est membre de la famille royale marocaine. Il n'est pas là parce qu'il a créé le mouvement du 22 mars à la faculté de Nanterre et à ce titre organisé l'intervention de Jean-Paul Sartre dans la Sorbonne occupée en 1968. Il n'est pas là parce que compagnon de route d'Edgar Morin est présent avec lui pendant sa période américaine en 1969. Il a pris la photo qui sert de couverture à son livre Journal de Californie. Il n'est pas là parce qu'étudiant à la Columbia University, il a pris un billet pour un festival de musique populaire du 15 au 17 août 1969 pour se retrouver avec 1 million de personnes à Woodstock. Il n'est pas là parce que son parcours de formation l'a amené à obtenir 4 doctorats pour, in fine, créer la discipline de psychopathologie urbaine qui explore l'impact de nos espaces de vie sur nos comportements et notre santé mentale. Il n'est pas là parce qu'il a signé aux éditions du Seuil le premier livre sur la Révolution 68arde, La révolte étudiante. Il n'est pas là parce qu'il a été l'ami de Coluche et de bien d'autres artistes français et italiens. Il n'est pas là parce qu'il a exploré auprès de Jean Rouch, pionnier du cinéma ethnographique, l'histoire du cinéma africain à l'époque coloniale. Il n'est pas là parce qu'il a mené des recherches sur les mutations civilisationnelles induites par la révolution numérique. Il n'est même pas là parce qu'il a travaillé comme sociologue conseiller au Palais de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Il est là, dans cette salle Massignon, pour nous sensibiliser à la formidable aventure de vie de Louis Massignon et au-delà, à la chance d'avoir accueilli à Pordic la lignée des Massignon. Pour faciliter notre compréhension, compléter nos connaissances et probablement mesurer le travail de mémoire qu'il nous reste à accomplir, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un homme au parcours intellectuel hors du commun, sociologue, philosophe, artiste. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement le professeur Moustapha Sarr. Vous savez, le sujet Massignon n'est pas un lac, n'est pas une mer, c'est un océan. Quand j'ai prévu cette conférence, ce n'est pas la première que je fais en rapport avec le parcours. Lui, il n'aimait pas le mot parcours ni itinéraire. Il aimait plutôt, il disait, contour. Et donc, il y a au moins une 50aine d'angles d'attaque du sujet. Jusqu'à ce matin, j'avais prévu de traiter le sujet sous un angle particulier, ça veut dire faire connaître cette dynastie exceptionnelle des Massignon, parce qu'il n'y a pas que Louis Massignon, il y a son père, qui était l'un des chefs de file de l'Art Nouveau à la fin du 19e siècle, et il y a son fils, Daniel Massignon, qui était un physicien renommé, qui était l'un des pères du nucléaire civil. Il n'a jamais voulu travailler pour des raisons éthiques pour le nucléaire militaire, et qui a aussi passé sa vie à sauvegarder l'œuvre et les écrits de son père. Et puis hier et ce matin, j'ai changé d'angle de vue. Je me suis aperçu qu'il fallait attaquer sous un angle qui est
inédit, c'est-à-dire que jamais le sujet, sauf de manière anecdotique, de cette dynastie Massignon à Pordic et à Binic n'a été traité ni en livre, ni en conférence, ni d'aucune manière. Et donc, j'ai décidé de parler des Massignons en tant qu'entité vivante dans l'environnement où ils ont choisi de s'ancrer. C'était l'époque au XIXe siècle où les grands artistes, les grands écrivains, qui étaient très connus mondialement, cherchaient en même temps un ancrage, un enracinement en province. Pour ici, donc c'est le père de Massignon, Ferdinand Massignon, qui avait pris comme pseudonyme d'artiste Pierre Roche, tout simplement parce que son grand-père maternel s'appelait Roche et que lui avait parmi ses prénoms le prénom de Pierre. Donc il a fait un jeu de mots. Il a choisi un ancrage ici un peu à l'instar d'un autre qui a choisi le même département, Maurice Denis. Et d'ailleurs leurs deux villas se ressemblent. Il y a beaucoup de points communs. Il a choisi comme point d'ancrage Pordic. Il a acheté plusieurs hectares. Et je remercie le propriétaire actuel depuis une dizaine d'années, qui est lui-même un physicien, qui est présent parmi nous ce soir, de la villa des Massignons. Et je suis sûr qu'il préservera l'héritage intellectuel, spirituel, artistique de la meilleure manière, parce qu'il est armé intellectuellement pour le faire. Et donc, quand on est un universitaire, un chercheur, il y a bien entendu, quand on choisit un sujet d'étude, de recherche, des motivations, ou plutôt des raisons objectives. Mais il y a parfois, et c'est mon cas, des raisons tout à fait subjectives, des motivations personnelles. Il se trouve que j'ai eu cette chance de connaître Louis Massignon pendant mon enfance. Il était ami de mon père. C'était dans les années 50, dans les années tumultueuses de la lutte pour l'indépendance de mon pays, le Maroc. Et donc, je garde de lui des souvenirs très précis. Il est mort en 1962 quand j'avais 12 ans. Mais quand on est enfant, on garde des souvenirs marquants, mais plutôt des caractéristiques physiques. Je me souviens qu'il avait un regard fixe. J'ai su par la suite pour quelle raison. Mais ce regard qu'il avait, je le voyais, moi, comme un regard perçant, intimidant. Mais je m'y suis habitué. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est qu'il avait un sourire d'enfant. Et on retrouve, si vous cherchez dans les photos, il était comme moi, il ne souriait jamais devant les photos, mais on retrouve 2 ou 3 photos où il sourit, et on retrouve ce sourire d'enfant qui m'a marqué à vie. Et je me souviens qu'il parlait toujours doucement, il avait une voix douce. Et il n'avait pas besoin de hausser le ton pour imposer l'écoute, son écoute. Voilà, des souvenirs personnels. Alors, il se trouve que nous avions un autre point commun, c'est que nous avons tous les deux fréquenté le lycée Louis-le-Grand. J'ouvre juste une petite parenthèse par rapport à ça. Quand j'étais au lycée Louis-le-Grand, j'étais tout le temps fourré. Vous savez, la lecture, c'est un virus. Une fois qu'on l'a attrapé, on ne peut plus s'en passer. Et j'étais tout le temps fourré chez les bouquinistes. Et l'année dernière, on était ici en Bretagne, et on rentre, et j'apprends que la maire de Paris et l'Élysée veulent expulser les bouquinistes qui sont sur les quais de Seine depuis 5 siècles. Alors j'ai fait une première chronique
on a été d'abord les voir. Ils étaient complètement résignés. Et donc j'ai fait une première chronique. Le hasard a voulu qu'il est apparu dans Actualité littéraire. Et puis, miracle. 3 jours après, elle a été reprise par le Washington Post. Et quelques jours après, ils ont vu arriver des équipes de télévision du Japon, des États-Unis, du Canada. Mais, vous savez, moi j'ai fréquenté le président de la République actuelle pendant 3 ans à l'Élysée. Il était secrétaire général adjoint. Je sais qui il est. Il est têtu. Il ne lâche pas l'affaire, même quand il a tort. Et donc, il m'a fallu, ça a duré jusqu'en février de cette année, il a fallu pratiquement 10 chroniques d'ailleurs qui ont donné lieu à un livre, parce que je me suis aperçu qu'il n'y a jamais eu de doctorat sur les bouquinistes. Vous vous rendez compte, depuis 5 siècles, il y a eu 2 maîtrises de médiocre qualité. Et la dernière que je publie, elle s'intitule Fétichisme olympique et folie des grandeurs. Elle est aussi reprise par le Washington Post, cette fois-ci en citation. Et je reçois un coup de fil de l'Élysée, d'un responsable de l'Élysée. Il me dit: Mustapha, je crois que tu as gagné, on va publier. Dans 2 heures, on publie un communiqué à l'AFP qui dit que le président de la République renonce à faire bouger les bouquinistes. Et pour moi, c'est la plus belle des victoires. Parce que, tout simplement, j'avais une dette à leur égard. En mai 68, j'avais 17 ans. J'étais, disons, l'un des meneurs, comme on pourrait dire, des étudiants, et on fait la dernière manifestation place Saint-Michel. Et cette fois-ci, on n'était plus 100 000, 300 000, comme pendant un mois, on était à peine quelques centaines. Et cette fois-ci, les CRS ont été particulièrement violents. Il y a eu des blessés extrêmement graves qui sont restés handicapés malheureusement, j'en connais 3 à vie. Et sur la place Saint-Michel, à un moment donné, je sens une main qui m'attrape de manière ferme et qui me glisse sous une bâche. C'était un bouquiniste. Voilà. Donc, c'était une dette dont je me suis acquitté de cette façon. Alors, pour revenir à notre sujet, en juillet dernier, j'ai participé au pèlerinage des 7 dormants ici au Vieux Marché, avec le pardonneur était un homme exceptionnel, le cardinal Romero, cardinal Lopez Romero, un espagnol. On parle beaucoup de lui comme futur pape, et qui est l'archevêque du Maroc. Bon, il n'y a plus de coïncidence, c'est des synchronicités. Donc, on fait une conférence, et là, quand il intervient, moi j'interviens comme un universitaire, c'est pas drôle. Je raconte l'histoire des 7 dormants. Lui, il intervient avec beaucoup d'humour. Et voilà ce qu'il dit en substance, hein, je résume au maximum. Il se présente et il dit: vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une histoire de pont, P-O-N-T, qui me poursuit depuis ma naissance. Il dit: pourquoi? Eh bien, vous savez, le pape, comment on appelle le pape? On l'appelle le souverain pontife. Et pontife, ça vient du latin pontex. Et pontex, c'est le pont. Et donc, finalement, quand je me suis fait ordonner, j'ai au moins compris
quelle était sa véritable mission sur Terre. C'est construire des ponts. Après, il dit, et puis j'ai été nommé archevêque au Maroc. Le hasard a voulu que j'arrive dans une ville qui s'appelle Kénitra, pas loin dans la région de Rabat. Et Kénitra en arabe, ça veut dire pont. Et je vous résume, parce que ça a duré 1 heure, et la salle éclatait. Il y avait 200 personnes dans la salle qui éclataient de rire à chaque tournant. Et il a l'art du suspense. Et puis il a dit, j'ai finalement compris quelle était ma mission sur Terre. Ce sont les frontières qui sont responsables de toutes les guerres. Et la seule solution de faire disparaître les frontières, c'est de construire des ponts. Voilà. Donc, ça a été une expérience assez exceptionnelle. Or, le pèlerinage, enfin le pardon, comme on dit ici en Bretagne, des 7 dormants qui se passent au Vieux Marché, il se passe dans une chapelle qui a été construite au début du XVIIIe siècle et construite sur un dolmen qui lui sert d'ailleurs de parterre et en même temps de crypte. Et il y avait un vague pèlerinage dans la région autour de cette chapelle. Seulement jusqu'en 1954, les gens du pays confondaient les 7 dormants avec les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Puis, un jour, il y a la fille de Louis Massignon, qui était devenue une anthropologue, une linguiste et une musicologue de réputation très jeune, qui vient voir et qui faisait des études justement anthropologiques et qui a sauvegardé beaucoup de musique bretonne. Elle vient voir son père, Louis Massignon, et elle lui dit, voilà, je viens de découvrir un vieux cantique breton, en breton. Il n'avait jamais été traduit en français, qui raconte l'histoire des 7 dormants. Elle lui traduit le cantique, et là il sursaute, et il lui dit, mais c'est la sourate 18 du Coran que tu viens de me raconter, qui s'appelle Al-Kahf, ça veut dire les gens de la caverne. Et là, il lui explique lui-même que cette histoire des gens de la caverne renvoie à un mythe qui remontait au IIIe siècle à Éphèse, qui était l'une des villes les plus importantes du Moyen-Orient, avec Alexandrie, où est censée être enterrée d'ailleurs la Vierge Marie. Ça se passe au milieu du IIIe siècle. À Rome, il y a un empereur, un tyran sanguinaire, qui ne règne d'ailleurs heureusement que 2 ans, qui s'appelait Tadjan Déché, et qui apprend que 7 officiers supérieurs de l'armée romaine se sont convertis en secret au christianisme. Donc il les persécute. Je fais très vite. Il les persécute. Ils retrouvent leurs traces. Eux, ils se cachent dans des grottes qui existent toujours. Ils les emmurent vivants. Et donc, jusqu'au 5e siècle, personne ne parle de cette légende, de ce mythe, mais en tout cas, j'ai vérifié qu'il est basé sur des réalités historiques, en tout cas au niveau des reines qu'il y avait. C'est probablement un mythe qui remonte à la préhistoire, peu importe. Et donc, il y a
un évêque de Syrie qui était célèbre pour ses homélies au 6e siècle, qui raconte cette histoire. Sauf qu'il y a eu 3 siècles qui sont passés. Alors là, c'est le miracle. Il raconte que pendant les 3 siècles, Dieu est venu à leur secours. Il les a plongés dans un sommeil de 3 siècles. Ce n'était pas un coma artificiel, mais ils ont appelé ça dormition. Or, ce mythe qui va être repris par non pas un historien, mais un mythologue français extrêmement célèbre dans le même siècle, qui s'appelait Grégoire de Tours, va faire le tour de l'Église, et surtout, il va être à l'origine à la fois de la résurrection des corps et en même temps du culte des martyrs. Vous voyez, ça va très 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 loin. Donc, Massignon explique que c'est passé dans le Coran par l'intermédiaire du christianisme malikite oriental, raison pour laquelle on le retrouve dans les mythes dans le Coran, où il justifie les mêmes raisons. Mais comment ce mythe est-il arrivé jusqu'en Bretagne? Alors, l'explication, Massignon engage des recherches et il trouve comme explication le fait qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la route de l'étain. Les mines de l'étain n'existaient qu'en Cornouailles, qu'en Grande-Bretagne et en Bretagne. Et donc, il y avait des marins bretons qui empruntaient cette route à travers la Méditerranée. Il paraîtrait que l'étain, qui est indispensable pour fabriquer du bronze avec le cuivre, était plus cher encore que l'or à l'époque. Et donc, ce seraient ces Bretons-là qui auraient ramené le mythe des 7 dormants en Bretagne. Donc, on avait prévu, avec mon épouse ici présente, de rester 8 jours. Et puis, comme pour maintenant, on a tiré à la courte paille. Et finalement, on est resté tout l'été en Bretagne, à Plestin. Et on est revenu, elle est aussi écrivain, on est revenu chacun avec un nouveau livre. Et le mien s'intitule « Légende et réalité des 7 dormants ». L'année d'avant, on avait été à Saint-Malo. Et en arrivant, j'ai écrit, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon nom, vous mettez mon nom et seulement le mot-clé Châteaubriand. À Saint-Malo, Châteaubriand, à Dinan aussi, il est partout. En sculpture, en hommage, en publicité, en tasse de café. Chateaubriand ne vous quitte pas une seconde à Saint-Malo et à Dinan. Donc, puisqu'on restait tout l'été ici, je me suis dit, je vais voir, j'étais au courant de la maison que possédait, la villa que possédaient les Massignon ici à Pordic. Alors je prends rendez-vous avec monsieur le maire. Je vous dis entre parenthèses, c'est pas pour le flatter, vous avez un maire exceptionnel, parce qu'il m'a écouté avec beaucoup d'attention, ce qui n'est pas le cas souvent. Moi j'ai l'expérience de l'Élysée et tout, les politiques sont plutôt condescendants. Et donc je lui raconte, je lui dis, voilà, il y a la villa des Massignon ici, je voudrais la visiter. Je m'y rends avec mon épouse et le docteur Joël Leroux qui est là, présent. Et donc on se rend à la villa. Une première fois, la porte est fermée. Il y a un adolescent très gentil, très poli, qui nous répond. Il nous dit, mes parents ne sont pas là.
On revient, on était resté tout l'été, une deuxième fois. La troisième fois, on tombe sur le propriétaire qui est là, qui nous a reçus avec beaucoup de chaleur, on a beaucoup communiqué. Et déjà, pour moi, c'était le premier miracle. Parce que dans tous les livres, les relations sur Ferdinand Massignot, c'est comme si toutes les sculptures, les décorations, quelques décorations, mais surtout les sculptures et les œuvres qu'il a laissées dans la maison, partie prenante de la maison, avaient disparu. Et pour moi aussi. Et là, on découvre que tout est en place. Alors déjà, grande découverte. La deuxième chose, on découvre que les sculptures que Ferdinand Massignot a réalisées là, il a pris pour modèle l'une des danseuses modernes les plus extraordinaires de 1900, qui était la concurrente d'Isadora Duncan. Elles étaient toutes les deux américaines. C'était Fuller. Probablement Fuller était la maîtresse de Ferdinand Massignot, qui était libertaire et libertin devant l'Éternel. Et donc, avant tout, je découvre ça, on revoit Monsieur le maire. On découvre aussi qu'il y a un oratoire. L'oratoire des Brûlants, qui maintenant s'appelle la Croix Massignot, qui se trouve à Pordic. Or, la mère de Massignot, qui était dévote, son fils était incroyant, Louis Massignot, se rendait systématiquement tous les matins devant cet oratoire et priait la Sainte Vierge de redonner la foi à son fils. Il se trouve que Massignot, en 1900, je raconterai ça un peu plus tard, en 1917, il est officier capitaine dans l'armée française. Il est l'alter ego exact de Laurence d'Arabie. Les deux hommes se rencontrent au bureau arabe du Caire. Ils ne s'entendent pas. Là, ils sont obligés de se fréquenter. Et les deux hommes portent la casquette d'archéologue, et ils le sont. Ils sont formés pour. Ils ont les qualifications. Massignot, il s'intéresse à toute l'époque sumérienne et Laurence d'Arabie s'intéresse particulièrement au château, aux vestiges des croisades, parce qu'il est convaincu que ses ancêtres avaient participé aux croisades, avaient fait les croisades. Et ça, il va le faire toute sa vie, y compris ici, parce qu'en 1900, il avait 20 ans, en 1908, ses parents l'emmènent à Dinard, où il passait les vacances d'été. En 1908, il prend un vélo et il part à la découverte des côtes du Nord, je crois que ça s'appelait à l'époque les Côtes d'Armor. Et le hasard a voulu, il arrive à Saint-Malo, il fait tout le tour, jusqu'à Saint-Brieuc, et il passe par quoi? Il passe par Pordic et par Binic. C'est une coïncidence assez extraordinaire, et on a retrouvé une carte de son itinéraire, avec toutes les villes qu'il a traversées à vélo en solitaire. Et donc les deux hommes, vous avez une photo là, dans le petit cahier, entrent ensemble à Jérusalem, abandonnés par les Ottomans, par les Turcs. Alors vous voyez, c'est indiqué, Louis Massignon
il est assez grand, il y a les généraux, il y avait 3 voitures qui arrivent avec les généraux. Louis Massignon, il est assez grand, et 2 rangs derrière, il y a Laurence d'Arabie qui est tout petit de taille. C'est même le plus petit de taille. Alors, les 2 hommes, en fait, avaient une belle couverture d'archéologues, mais c'était des agents de liaison pour l'armée et pour les ministères respectifs des Affaires étrangères. Voilà. Louis Massignon racontait tous ces épisodes grâce à un journaliste américain. Laurence d'Arabie était déjà un mythe, une légende de son vivant. Et Louis Massignon, je crois que c'est le premier texte que vous avez entre les mains qui raconte vraiment leur relation réelle. Il a été occulté. Or, Louis Massignon, on dirait qu'il était prédestiné à être occulté toute sa vie. Je donne un autre exemple. Louis Massignon, finalement, il est arrêté, en 1908 exactement, il est arrêté par les Turcs qui le soupçonnent d'être un espion. Ils l'enferment, il croit qu'il est condamné à mort, il essaie à plusieurs reprises de se suicider dans sa geôle. Et puis, il sort de là grâce à ce qu'il appelle l'hospitalité arabe, qui le sauve, et là, il a l'illumination, il a la foi. Il fait des expériences en prison, il fait des expériences mystiques. Et il se convertit au christianisme. Alors, sa mère, c'est une anecdote familiale des Massignon que je vous rapporte. Au lieu d'aller prier à l'oratoire 1 fois par jour, il y allait 2 fois par jour pour remercier la Sainte Vierge d'avoir exaucé son vœu. Donc Louis Massignon, à partir de là, il va entrer en spiritualité. Il devient, je vais très vite encore, il va créer en 1934, avec Marie Caïl, qui était une religieuse chrétienne égyptienne, ils vont créer la Badalia, qui étaient des prières pour les musulmans, mais sans leur demander de se convertir au christianisme, en respectant leur foi. Il commence des travaux où il inspire, c'est lui le principal inspirateur de Vatican II, qui ouvre pour la première fois le dialogue entre toutes les religions. Il connaissait personnellement, il l'avait rencontré à Paris en plus, Gandhi. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait élaboré déjà une philosophie de la paix, mais concrètement. Son parcours, moi je suis très sensible à son parcours par rapport au Maroc. Alors il vouait un véritable culte pour Charles de Foucault, qui aujourd'hui a été canonisé, sanctifié par le Vatican, mais qui était comme lui. C'était des jeunes gens qui étaient un aristocrate, c'était le vicomte Charles de Foucault, ils avaient été, tous ces gens-là, communautés, formés, c'était des officiers de cavalerie, et qui ont, y compris Louis Massignon, qui ont fait partie de la cavalerie coloniale au Maghreb. Or, la France, comme d'autres puissances européennes, convoitait depuis des décennies le Maroc. C'était le dernier pays indépendant. Et là, on se fait beaucoup d'illusions sur de grands auteurs, de grands intellectuels. En fait, toute cette génération de Massignon
est formé à l'école d'Ernest Renan, encore quelqu'un du pays, de Tréguier. Et c'est Ernest Renan qui est le grand idéologue de la Troisième République. Il est anticlérical, il est laïque, et puis il est professeur au Collège de France. C'est même le seul professeur qui toute sa vie a bénéficié d'un appartement dans le bâtiment même du Collège de France. Donc, c'était des gens qui étaient convaincus par le colonialisme, la nécessité du colonialisme, parce que depuis la Renaissance, qui était elle-même nourrie de la science arabe, enfin de la période glorieuse qui s'est refermée au bout de 2 ou 3 siècles de la recherche scientifique arabe, donc c'était des gens convaincus que les pays européens, les sociétés européennes avaient atteint un stade de civilisation indépassable. Donc, il était de leur mission d'aller civiliser toutes les autres cultures à travers toute la planète qui étaient toutes catégorisées sauvages, arriérées. Voilà, y compris l'islam. Et donc, il y a toute une tradition comme ça. Alors, pendant le siècle des Lumières, bon, il y a Voltaire. Voltaire écrit une pièce qui s'intitule « Le fanatisme ou Mahomet ». Même à son époque, quand elle a été montée, il y a eu des gens comme Jean-Jacques Rousseau, comme Diderot, qui ont violemment protesté. Et pourquoi? Parce qu'ils considéraient que Mahomet, après tout, n'était qu'un brigand, qu'un tueur, etc. Lui-même, au moins, il avait l'intelligence de revenir sur son jugement. Quand il a écrit son Histoire des mœurs, il change complètement de point de vue. Et il considère la religion musulmane comme une religion de sagesse, de tolérance, d'altruisme. Bon. Sauf après, et c'est là que je reviens à Louis Massignon. Louis Massignon, moi je le considère comme l'équivalent pour le XXe siècle de Alphonse. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est lui qui a fondé l'islamologie, la science de l'islamologie. Il ne suffit pas de juger de manière superficielle, il faut d'abord connaître les cultures de l'intérieur. On a dit que c'est l'initiateur du dialogue des cultures et des dialogues des religions. Moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ce qu'il a pratiqué toute sa vie, c'est l'interactivité des cultures et des religions. Il a compris quelque chose de dialectique, comme d'ailleurs Alphonse de Lamartine, que je viens de citer, c'est pour cela que je les compare. Il a compris que c'est l'interactivité, l'interaction entre les cultures et les religions qui renforce l'authenticité de chaque religion et de chaque culture. Et ça, c'est... Moi, j'ai toujours eu cette attitude dans la vie de ne pas jeter le bébé avec l'eau du vin. Avec l'eau du vin. Avec l'eau du vin. On a été, avec mon épouse, on a fait un séjour dans le château du maréchal Lyautey. Pourtant, le maréchal Lyautey, avec ma famille, avec mon grand-père, il n'a pas été très gentil, parce que c'était quelqu'un qui s'est opposé de manière efficace. C'était un monarque moderniste qui s'est entouré de conseillers britanniques et qui voulait instaurer une monarchie parlementaire dans un pays qui sortait à peine du Moyen-Âge.
Et donc le maréchal Lyautey, comme ce monarque ne cédait pas, il a provoqué la guerre civile, il a armé son propre frère contre lui, qui n'a régné que 4 ans. La France l'a endetté jusqu'à ce qu'il n'ait plus la possibilité de faire autre chose. Et le maréchal Lyautey l'a exilé ici à Enghien, dans la région parisienne, où il est mort en 1936. Mon grand-père s'est réfugié dans le palais royal de Tanger, qui était, il est mort en 1943, et qui était une ville internationale. Mais malgré ça, j'estime que, non, maréchal Lyautey servait bien la République, mais il était lui-même profondément royaliste. Et donc, il a vraiment sauvé le pouvoir monarchique en pratiquant le protectorat. Le protectorat, c'est le partage quand même du pouvoir entre 2 parties. Le protecteur, c'est la France. Le roi, non seulement règne, mais il a sa propre police, sa propre administration. Au Maroc, on appelle toujours ça Marzen, sa propre armée. Il ne faut jamais oublier que c'est ce roi-là qui a protégé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il estimait qu'on ne devait pas toucher un cheveu, c'était sa déclaration, à ses citoyens. Alors que le pétainisme voulait pratiquer la même politique que dans la métropole. C'est ce roi-là qui a envoyé 300 000 soldats marocains combattre pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce roi-là, les Marocains ont laissé, il y avait une division marocaine qui était tellement importante qu'on y a intégré les soldats russes après la révolution de 1917. Et les Marocains, à cette occasion-là, ont laissé sur le territoire français 300 000 morts. Ils ont aussi laissé 300 000 morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand j'étais à l'Élysée, je suis fier d'être intervenu parce que je me renseigne, je m'aperçois que les anciens combattants d'Afrique et d'Afrique du Nord, ils touchaient une misère comme pension de militaire, complètement ridicule. Et donc je suis intervenu pour qu'on organise un hommage officiel. On a fait venir 10 goumis marocains du Maroc, et je vous raconte cet épisode parce qu'il est très important. J'avais organisé avec le ministre des anciens combattants l'événement. Ils avaient entre 92 ans et 102 ans. Le président de la République, François Hollande, veut leur remettre ici, à Paris, aux Invalides, la Légion d'honneur. Ils me disent, non, la Légion d'honneur ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est revenir sur la plage où nous avons débarqué en 1944 pour contribuer à la libération de la Corse. C'était les seuls des montagnards qui étaient capables d'aller dénicher dans les montagnes les nazis. Bon, on va en avion là-bas, à Ajaccio. Et là, on veut faire la cérémonie. Non, on ne la fera pas, la cérémonie. Leur porte-parole me dit, on ne fera pas la cérémonie avant qu'on ait été sur la plage. Ils avaient des djellabas blanches, des babouches. Ils étaient en forme. Bon, alors on prend des estafettes de la gendarmerie, on va sur la plage, je m'assois avec eux. Et avec Kader Arif, qui était ministre des anciens combattants. Et là, le plus ancien, qui avait 102 ans, il enlève ses babouches,
ses chaussettes blanches, et il commence à courir sur la plage comme s'il avait 20 ans. Et derrière lui, tous les autres se sont mis, j'ai pris des photos à cette occasion, à courir derrière. Bon, c'est dire que si la France a séduit le monde depuis tant de siècles, ce n'est pas par ses armées, c'est par sa culture. Et la culture française n'est pas la propriété de la France, elle est la propriété de l'humanité entière. Donc on ne comprendra pas, c'est ça le message de Louis Massignon. C'est-à-dire c'est en reconnaissant la diversité de l'humanité qui est là, contre vent et marée, qu'on renforce les singularités. Or, c'est en reconnaissant ici même, à Pordic et à Binic, la dynastie Louis Massignon, qu'on contribue à leur reconnaissance mondiale, planétaire, universelle. Massignon n'a pas la postérité qu'il mérite. S'ils ont choisi l'ancrage local ici, c'est parce qu'ils savaient. Sans ancrage, sans enracinement local, on ne peut pas prétendre à l'universalité. Sans diversité, on ne peut pas prétendre à l'universalité. Excusez-moi, je prends une. Donc, je reprends le fil de l'été. Je suis reçu par Monsieur le maire de Pordic. Je lui dis, mais est-ce que vous savez que vous avez un trésor à la fois artistique, intellectuel, philosophique, patrimonial, ici à Pordic. Or, depuis qu'on est arrivé à plusieurs reprises avec le docteur Leroux et avec mon épouse, on a sillonné Pordic. Il n'y a pas un seul restaurant. Et là, je lui explique un peu l'histoire, cette histoire de cette dynastie. Et je lui dis, l'idée, c'est premièrement ce qu'il aurait voulu, parce que lui, Massignon, s'était aussi enraciné au Maroc, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. C'est de faire un jumelage avec la seule ville au Maroc qui s'appelle Sefron, en pleine montagne, Moyen Atlas, tout près de Fès, où il y a une grotte. Cette ville, depuis l'Antiquité, a eu une population juive marocaine plus importante que la population musulmane. Et donc les musulmans, pour les protéger, ils avaient mis le quartier des Juifs au milieu des quartiers, au centre des quartiers musulmans. Il y a des grottes assez fantastiques là-bas. Et l'une des grottes est partagée entre les Juifs et les musulmans. Les Juifs, ils font un pèlerinage annuel pour le prophète Joseph. Et les musulmans, ils font un pèlerinage annuel des 7 dormants, où ils récitent la fameuse Sourate 18 des gens de la caverne. Alors je lui propose un jumelage, je crois que ça va se faire. Je lui propose aussi, Pordic doit ériger une statue monumentale pour les 3 Massignons. Ils sont aussi importants les uns que les autres. Massignon le père, qui commence à être reconnu aux États-Unis à un point incroyable, à tel point que sa cote s'envole considérablement, qui était l'un des chefs de file de l'Art Nouveau. Lui, Massignon, il n'est plus utile de le présenter, et le fils Daniel Massignon. Le fils Daniel Massignon était un physicien, parce que ce que je rappelle, c'est que les 3 Massignons
ont fait des études scientifiques. Le père, il fait des études de médecine et de chimie. Et puis, un jour, il dit à son père, « Non, c'est pas ma voie, je vais devenir artiste. » Il va s'inscrire à l'Académie Julian, qui était la plus fameuse au XIXe siècle. Et il se forme aussi à l'atelier de Rodin, d'Auguste Rodin. Il devient l'artiste qu'on a connu. Lui, Massignon, lui-même, ça c'est un aspect qui est méconnu, était aussi un artiste, il dessinait, c'était un poète. Il a ressuscité l'un des poèmes les plus mystérieux et les plus géniaux de l'islam, qui était le Hallaj. Il lui a consacré un doctorat monumental sur lequel il a travaillé toute sa vie jusqu'à sa mort. Et puis Daniel Massignon, le fils, le seul qui a vraiment vécu jusqu'à l'âge de 81 ans, c'était un physicien de renommée mondiale. Il était l'un des pères du nucléaire français. Et c'est quelqu'un qui a aussi partagé sa vie à sauvegarder l'œuvre et les écrits de son père, Denis Massignon. Donc ces trois-là méritent une statue monumentale au centre de la ville qui les représente tous les trois. Parce que non seulement la ville, en se les réappropriant, elle s'approprie par la même occasion son âme culturelle. Et la troisième idée que je lui apporte, c'est de créer un musée des Massignons. Or, il ne s'agit pas d'obliger la ville à investir dans un musée classique. Ça ne se fait plus maintenant. Les technologies de pointe permettent de faire des reproductions, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des manuscrits, des photos, etc., de l'iconographie parfaite. Donc, un musée où on représente l'œuvre de cette dynastie des Massignons. Voilà. Alors, pour revenir, je pense vraiment que Massignon, c'est l'égal d'Alphonse Lamartine. Ernest Renan, on a visité, ils ont fait du beau travail à Tréguier, on a visité sa maison devenue musée, qui était un génie intellectuel, mais vous savez, le siècle des Lumières a produit aussi des cultures des ténèbres. Et donc, Ernest Renan, c'est quelqu'un qui est reconnu, mais démesurément reconnu. Celui qui doit lui succéder, parce qu'il a apporté quelque chose qui ne s'est jamais réalisé. Des solutions concrètes pour la paix du monde, c'est bien lui, Massignon. Voilà. Alors, j'ai fait assez condensé.